Nous allons discuter la notion de distribution qui est couverte dans le chapitre 4 des notes de cours. Nous allons discuter finalement 4 fonctions dans le chapitre 4 pour démarrer l'introduction à la notion de distribution. Donc, voici un résumé des 4 fonctions. On a la fonction signe, donc la fonction qui est quand t est positive, le signe est positif, c'est égal à 1. Quand t est négatif, le temps est négatif, le signe de t est moins 1, donc c'est égal à moins 1. Et pour t égale à 0, la fonction signe est définie comme étant 0. L'échelon, c'est la fonction qui est nulle pour t négative. Pour t égale à 0, c'est égal à 1 demi. Et pour t positive, c'est égal à 1. L'exponentielle, c'est l'exponentielle que nous avons vu beaucoup, E le J alpha t. Et la fonction de Dirac, c'est une nouvelle fonction, une fonction généralisée qui peut-être vous avez vu dans d'autres contextes et que nous allons discuter en profondeur dans le chapitre 4. Donc, commençons avec la fonction signe et échelon pour maintenant, pour observer que finalement, les deux ils ont une relation très étroite, qui finalement, la fonction signe est juste un déplacement, un niveau d'essai différent de ce qui est le U de t, une constante. Donc, si je prends le signe de t, j'ajoute une demi, j'arrive à l'échelon. Quelques autres observations pour ces deux fonctions. Les deux fonctions, ni l'une ni l'autre, sont dans l'ensemble des carrés intégrables. Si je prends la valeur absolue au carré de la fonction signe, j'aurai 1, et l'intégrale de moins infini à infini de 1 est infini, donc il n'est pas de carré intégrable. Même chose pour l'échelon. Si je prends la valeur absolue au carré, j'aurai moins infini à infini de la fonction qui entre 0 et infini est égal à 1, donc l'intégrale 0 à infini de 1 est infini. Donc encore une fois, il n'est pas dans le carré intégrable. Si nous considérons plutôt la valeur moyenne de ces deux fonctions signe et l'échelon, on remarque que la fonction signe, il y a une valeur moyenne nulle, malgré que l'échelon, il y a une valeur moyenne qui est infinie. Donc, on remarque que le signe est une fonction impaire et le U de t est une fonction qui n'est pas ni impaire et dont le moyen est infini. Une autre observation, l'exponentielle complexe, E le J alpha t, est la seule fonction complexe en temps que nous allons discuter. Donc, c'est certain que quand on remarque le domaine fréquentiel, on observe plusieurs fonctions complexes, mais dans le domaine temporel, la seule fonction que nous considérons qui est complexe sera complexe à cause d'une composante qui est l'exponentielle complexe. Finalement, je remarque encore que la fonction de Dirac n'est pas une vraie fonction. C'est une fonction qui est nulle partout, sauf à t égale à 0, sauf à l'origine. Et à l'origine, la fonction n'est pas définie. Étant donné que la fonction n'est pas définie, on ne peut pas l'appeler une vraie fonction, c'est plutôt une fonction généralisée. Donc, la fonction Dirac, c'est une fonction peut-être un peu bizarre, mais c'est une fonction clé pour trouver le transformé de Fourier d'autres, disons, vraies fonctions, fonctions qui sont bien définies. Donc, malgré qu'il y ait une exception qui n'est pas une fonction, une vraie fonction, il sera quand même une moyenne pour nous montrer comment calculer le transformé de Fourier pour différentes fonctions. Donc, ça, c'était comme une introduction. Quand je parle d'une histoire de 4 fonctions, c'est ça qui est la base pour le début du chapitre 4. Et en examinant ces 4 fonctions, nous allons embarquer à des descriptions de beaucoup plus des fonctions à partir d'une analyse sur ces 4 fonctions. Pour comprendre une interprétation un peu physique de cette fonction de Dirac, nous allons considérer la représentation ponctuelle d'une charge d'électrons. Donc, la charge d'électrons est
connu, un seul électron, c'est Q. Et en appliquant les lois d'électromagnétisme, nous utilisons un concept de la distribution des charges dans un volume dans l'espace. Donc, il peut y avoir plusieurs électrons dans ce volume et la distribution des charges en trois dimensions x, y, z, on donne le nom ρ et les unités sont en colons par mètre cube. Donc, on peut chercher pour un certain volume, c'est quoi la charge totale, le Q majuscule, la charge totale de tout ce qui est à l'intérieur de ce volume, en faisant une intégrale en trois dimensions qui couvre le volume. On intègre cette distribution des charges. Donc, supposons que le volume contient qu'un seul électron. À ce moment-là, la charge totale sera juste petit q, la charge d'un seul électron. Donc, on pose la question, c'est quoi la distribution des charges dans ce volume en sachant qu'il y a une seule source ponctuelle de charge. Pour simplifier nos calculs, nous allons utiliser un espace de une dimension. En une seule dimension, la distribution ρ de x, la distribution sera en unité coulomb par mètre. Imagine que cette fonction ρ, on commence par le rectangle rouge où le volume sous considération est de moins 4 à 4. À ce moment-là, on suppose une distribution uniforme, donc la charge totale Q est distribuée entre moins 4 et 4. Donc, l'auteur est donné par, c'est ce qu'on voit ici pour le rectangle. Si on change maintenant le rectangle pour représenter une distribution des charges uniformes, mais cette fois-ci sur un volume de moins 2 à 2, elle est 2 fois moins large. Donc, pour que la charge à l'intérieur reste la même, sera plutôt une hauteur 2 fois plus grande, une distribution 2 fois plus grande. Donc, on a le rectangle bleu. Si on imagine maintenant un volume, c'est plutôt concentré entre moins 1 et 1, la distribution de charge est uniforme dans ce volume moins 1 à 1. Donc, on a le rectangle jaune qui représente la distribution des charges uniformes. Donc, il est 4 fois moins large que le rectangle rouge, donc sera 4 fois plus haut. Donc, à ce moment-là, si je prends l'aire sur la courbe de rectangle rouge, bleu ou jaune, ça donne toujours la même charge totale qui est égale à la charge d'un électron. Et je peux continuer de cette façon d'avoir des rectangles qui sont toujours plus minces et plus hauts. Mais l'aire sur la courbe est toujours exactement la même. Donc, si je continue dans cette tendance-là à chercher c'est quoi la distribution de charge ρ, mais éventuellement, j'aurai un rectangle qui est tellement mince que l'auteur va tendre vers l'infini, donc que la distribution de charge à l'origine, à x égale à 0, sera égale à l'infini. La fonction qui décrit la distribution dans les limites sera une distribution qui, à l'origine, est l'infini, et la boîte sera tellement mince que toutes les autres valeurs de x, pour tous les x qui ne sont pas 0, sera à l'extérieur de la boîte où les distributions sera nulle. Mais si je prends l'intégrale de la distribution de charge, ça reste toujours égal à la charge d'un électron. Donc, c'est ce que je viens de décrire, c'est bien la fonction de Dirac. Une fonction qui est infinie ou pas définie, valeur infinie à l'origine, elle est nulle partout ailleurs, et l'aire sur la courbe ou l'intégrale de la fonction de Dirac de moins infini à infini, elle donne une valeur constante. Si c'est l'électron, la charge d'un électron dans notre exemple, on utilise une normalisation qui pour la fonction de Dirac, l'intégrale de moins infini à infini de cette fonction est égale à 1. Je remarque ici que j'ai choisi des boîtes rectangulaires avec une distribution uniforme. Mais je n'étais pas obligé dans cet argument d'utiliser une fonction rectangulaire.
j'aurais pu utiliser n'importe quelle fonction dont la largeur diminue. Par exemple, j'aurais pu mettre un triangle qui devient plus haute quand il devient plus mince et où l'aire sur la courbe reste la même. J'aurais pu utiliser aussi une fonction gaussienne, par exemple. Donc, l'argument ici, c'est juste que l'aire sur la courbe reste constant et ça devient plus haute quand il devient moins large. Donc, ici, on avait un argument pour la quatrième fonction que j'ai introduite, la fonction de Dirac. Donc, j'ai commencé juste pour donner une définition de cette fonction de Dirac. Maintenant, je retourne à ces 4 exemples dont j'ai parlé. C'est quoi que nous allons utiliser comme une méthode d'analyse pour arriver à trouver le transformé de Fourier pour ces fonctions. Donc, nous allons utiliser un théorème pour la transformation des Fourier des fonctions généralisées. Donc, je vais supposer que j'ai des fonctions avec une disque K dans le domaine temporel et chacune de ces fonctions dans le domaine temporel a un transformé de Fourier f majuscule avec indice K dans le domaine fréquentiel. Donc, des fonctions qui, dans le domaine temporel, ont une transformée de Fourier. Par exemple, le rectangle que j'ai utilisé tantôt pour décrire la fonction de Dirac dans une limite. Donc, chaque rectangle était avoir un indice de K, par exemple. Ici, le rouge, je peux imaginer l'index K qui montre le support de ce rectangle. K égale à 4, K égale à 2, K égale à 1, K égale à 1,5 dans la boîte noire. Et pour chacun de ces rectangles, je peux facilement chercher c'est quoi le transformé de Fourier. Il sera une sinus sur argument avec les zéros de ce sinus sur argument déterminé par l'indice K. En plus, j'ai une fonction généralisée que je peux écrire comme les limites de cette fonction. Donc, dans l'exemple précédent, j'ai dit que le K peut tendre vers 0 et la fonction rectangulaire va tendre vers la fonction de Dirac. Donc, un exemple où la fonction de Dirac sera la limite des fonctions rectangulaires, par exemple. Mais ce théorème dit que s'il y a une fonction temporelle qui est la limite des fonctions temporelles pour lesquelles il existe des transformés de Fourier, alors le transformé de Fourier pour cette fonction généralisée, qui est la limite des fonctions temporelles, ce transformé de Fourier sera finalement la limite des transformés de Fourier de ces fonctions temporelles. Donc, la fonction temporelle avait une f majuscule K pour le transformé de Fourier. Ici, je prends la même limite de K pour cette fonction dans le domaine fréquentiel. J'arriverai à la fonction dans le domaine fréquentiel qui est le transformé de Fourier pour cette fonction généralisée. Donc, imagine la démonstration, c'est assez facile. J'imagine que le f de t est égal à la limite de K, fk de t. Et que le fk de t, je peux remplacer par l'équation de synthèse, donc l'intégrale moins infini de se transformer de Fourier, E le j oméga t de oméga. Donc, f de t est égal à la limite de cette intégrale. Imagine que je peux renverser la limite, l'ordre de la limite et l'intégrale. Donc, à ce moment-là, si je peux interchanger l'ordre de la limite et l'intégration, j'aurai 1 sur 2 pi, l'intégrale moins infini à infini à la limite de k fk d'oméga e à la j oméga t de oméga. Donc, c'est ce qui est à l'intérieur ici et par définition, le transformé de Fourier d'f de t, parce que c'est ce que j'ai ici, c'est bien belle équation de synthèse. Donc, c'est ce qui est à l'intérieur ici, sera juste le transformé de f de t.
Il y a une grosse attention ici parce que c'est très utile, la justification pour le changement de l'ordre de limite et l'intégration. Donc, ce n'est pas le sujet de ce cours, cette nuance mathématique pour la justification pour échanger l'ordre d'intégration et limite. Donc, je vais vous donner des exemples où il est permis, des exemples où il n'est pas permis. Donc, il faut juste connaître ces exemples, mais pas pour d'autres cas généraux. Donc, dans l'exemple ici, nous allons chercher c'est quoi le transformé de Fourier pour la fonction de Dirac. Et pour le chercher, nous allons exploiter le rectangle. Donc, la définition FK de t dans cette choix sera 1 sur k, le rectangle de t divisé par k. Donc, en utilisant notre notation pour la définition rectangle, k représente la largeur de notre rectangle. Et si nous allons, par exemple, à t sur 4, le graphique sera ici, sera un rectangle qui est non nul entre moins k sur 2 à k sur 2. Et ici, je vais multiplier le rectangle par 1 sur k, donc au lieu d'une hauteur de 1, cet rectangle aura une hauteur de 1 sur k. Donc, je remarque que si je prends l'aire sur la courbe ici, l'aire de cet rectangle, c'est bien égal à 1, peu importe la valeur de k. Donc, l'aire sur la courbe est égal à 1. L'intégrale de moins infini à infini de cette fonction fk de t va toujours être égale à 1. Donc, je cherche c'est quoi le transformé de Fourier de cet rectangle. Donc, je cherche dans la table des transformés que le transformé de Fourier d'un rectangle est bien le sinus sur argument. Et les zéros de cette sinus argument ont l'indice de k. Donc, premier zéro a du pi sur k pour le transformé de Fourier. Donc, fk de t dans le domaine temporel et dans le domaine fréquentiel, f majuscule de k d'oméga est égal à sinus argument oméga k sur 2. Lorsque k tend vers 0, le rectangle devient infiniment 3 et le SA pour sa part devient, le premier 0 tend vers l'infini, ça veut dire qu'il n'y a pas de 0. Donc, ça devient complètement plat. Plat égal à, le transformé de Fourier sera égal à 1. Donc, si je prends les limites de cette fonction quand k tend vers 0, j'aurai que c'est une sinus sur argument qui est 1 et le premier 0, ça tend à l'infini. Donc, finalement, c'est une fonction qui est constante et égale à 1. Donc, nous avons trouvé que le transformé de Fourier de la fonction de Dirac est une constante est égal à 1.